Bonjour, nouvelle vidéo. On va continuer avec les hormones. Et maintenant, nous allons avoir la section qui s'appelle les cellules réagissent à une hormone si elles ont un récepteur pour cette hormone. Donc, objectif d'apprentissage, expliquer comment une cellule cible reconnaît une hormone. Énumérer les principaux facteurs pouvant stimuler la libération d'une hormone et donner un exemple pour chacun. Définir et distinguer la régulation positive et la régulation négative en ce qui concerne le nombre de récepteurs hormonaux, nommer et décrire trois types d'interactions susceptibles de se produire entre différentes hormones agissant sur la même cellule cible. Donc, pour réagir à une hormone, une cellule cible doit procéder sur sa membrane plasmique ou à l'intérieur même des récepteurs protéiniques spécifiques auxquels l'hormone peut se lier de manière complémentaire. Donc là, le prérequis, ça pour nous songer pour nous gagner avant, c'est que nous avons deux types d'hormones. Hormones liposolubles et hormones hydrosolubles. Les hormones liposolubles, du cas traversent les membranes plasmiques et agir à l'intérieur de la cellule, en particulier au niveau du noyau, tandis que hormones hydrosolubles même, ils n'ont pas qu'à traverser, donc ils ont été au niveau de la membrane et ils auront besoin de second messager. Donc, nous qu'à imaginer d'avance que les récepteurs hormones hydrosolubles librales au niveau de la membrane plasmique, tandis que récepteurs hormones liposolubles librales intracellulaires. On continue. Par exemple, on ne trouve normalement des récepteurs de la cortisone ACTH que sur certaines cellules du cortex surrénal. En revanche, presque toutes les cellules de l'organisme possèdent des récepteurs de la thyroxine, le principal stimulant hormonal du métabolisme cellulaire. Donc, il y a tout là que thyroxine, c'est le principal stimulant hormonal du métabolisme cellulaire. Les récepteurs cellulaires répondent à la liaison des hormones en provoquant dans les cellules une réaction génétiquement déterminée, le plus souvent en relation avec la fonction de ces cellules. Donc, récepteurs là, de hormones, là, OK? Ils peuvent provoquer une réaction de la cellule, mais réaction ça, c'est noyau, ADN dans noyau qui peut provoquer, puisque on se rappelle que le noyau, c'est le chef de la cellule. C'est ça que peut dire une réaction génétiquement déterminée. Donc, les hormones agissent sur l'ADN d'une cellule. Bref, les hormones peuvent être considérées plutôt comme des gâchettes moléculaires que comme des molécules messagères. Autrement dit, hormonaux, ils vont déclencher sécrétion molécule là, OK, au lieu que c'est lui qui va provoquer. Donc, c'est gâchette. OK? Par contre, si traduction bien comme ça, c'est lui qui déclenche. Et c'est pas lui, voilà. Meilleure façon, c'est lui qui a déclenché hormone là, déclenché produit que cellule là va le bail, mais c'est pas lui qui pral fait produit ça fait. Ça fait donc que considéré comme des gâchettes. Donc, on zame gâchette là permet de tirer, mais c'est pas gâchette là qui fait balle là fait dégâts. La liaison de l'hormone au récepteur constitue certes une étape primordiale, mais l'étendue de l'activation des cellules cibles repose sur trois facteurs d'importance égale. Donc, hormone en lui-même, c'est comme c'est gâchette, c'est lui qui va le déclencher le processus. Mais qu'il y a pour processus, en fait, pour gagner trois facteurs. Et dans le facteur ça, pas une qui est plus important par l'autre. Ça fait un dos d'importance égale. Les trois facteurs ça qui s'allient, la concentration sanguine de l'hormone. Donc, si il y a un pile, pas un pile, hormone dans ça, bon, nous parlons de ça plus devant. Le nombre relatif des récepteurs de l'hormone sur la membrane plasmique, si c'est pour une hormone hydrosoluble, ou à l'intérieur des cellules cibles, si c'est une hormone
liposoluble. Et en fin de compte, l'affinité attirance qui gagne entre hormones et récepteurs, ce qu'on appelle la force de leur liaison. Bien, depuis yo collé en pile avec récepteur, mais que l'autre, tu vas coller longtemps. Bon, ces deux premiers facteurs varient. Donc, les deux premiers facteurs qu'on a vus, c'est la concentration sanguine et le nombre relatif de récepteurs. Ces deux premiers facteurs varient rapidement sous l'effet des stimulus et des changements survenant dans l'organisme. En règle générale, pour une concentration sanguine, donc c'est le premier facteur là, en règle générale, pour une concentration sanguine donnée de l'hormone, un grand nombre de récepteurs, c'est le deuxième là, à forte affinité entraîne un effet prononcé. Ok, donc si vous avez un pile hormone, un pile récepteur, action hormonale à pi plus. Tandis qu'un petit nombre de récepteurs à faible affinité produit une réaction faible, voire un dérèglement endocrinien. Donc là, Kouya, ils mettez troisième là, qui c'est affinité. Donc, si, à contrario, au contraire, ou gain peu de récepteurs, et que malgré tout récepteur ça, il pas croqué de façon durable au niveau de récepteurs, ça il est affinité, donc effet hormonal abondant. Et il y a même son problème qui fait que bon, un dérèglement endocrinien. Les récepteurs sont des structures dynamiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas statiques, ils a bougé, ils a changé, ils a augmenté, ils a diminué. Par exemple, des taux continuellement bas d'une hormone donnée peuvent inciter les cellules cibles de cette hormone à former des récepteurs supplémentaires pour celle-ci. Donc, ils vont essayer de suppléer. Par le fond, pour si pas gain suffisamment hormone pour y faire produire, cellules lui-même, il va produire plus récepteurs. Ça veut dire c'est dynamique. Et ce phénomène est appelé régulation positive. Mais, à contrario, dans d'autres cas, les cellules cibles longuement exposées à de fortes concentrations d'une hormone réduisent le nombre de leurs récepteurs pour cette dernière. Ce phénomène, appelé régulation négative, désensibilise les cellules cibles de sorte qu'elles réagissent de plus en plus faiblement à la stimulation hormonale. La régulation négative prévient une réponse excessive à des taux d'hormones continuellement élevés. De plus, les récepteurs peuvent être désassociés de leur mécanisme de signalisation, ce qui altère la sensibilité des cellules cibles. Donc, régulation négative, c'est le contraire. OK? Il y a trop d'hormones, cellule a produit trop molécules, trop produits, donc il y a trop de production de cellules là. OK? À ce moment-là, qui ça vous fait? Il va diminuer le nombre de récepteurs que vous gagnez. OK? Mais, le docteur, récepteur ça aussi, il est capable, euh, pas envie et associé avec hormones. Ça veut dire de plus, les récepteurs peuvent être désassociés à leur mécanisme de signalisation. Donc, hormones, non seulement il y a moins de récepteurs côté le cas collé, mais hormones, pas pour recevoir signal que tu as besoin pour le cas reconnaître récepteur. Donc, les hormones influent sur le nombre non seulement des récepteurs qui les captent, mais aussi de récepteurs d'autres hormones. Par exemple, la progestérone provoque une diminution des récepteurs d'œstrogène dans l'utérus. Régulation négative, s'opposant à leur action. Les œstrogènes, au contraire, favorisent l'augmentation des récepteurs de la progestérone sur la membrane plasmique de ces cellules et accroissent ainsi leur sensibilité à la progestérone. Donc, interaction entre les hormones ou hormones, pendant que la pas agi, il a empêché on l'autre hormone d'agir, ou bien, à contrario, on hormone pendant que la pas agi, il a provoqué augmentation des récepteurs pour que on l'autre hormone capable plus. Donc, c'est ça avec œstrogène et progestérone. Donc, progestérone diminuer effet œstrogène et œstrogène augmenter effet progestérone. OK? Donc, ça, c'était expliquer comment une cellule cible
reconnaît une hormone. OK? Et là-dedans, on a pu énumérer les principaux facteurs pour stimuler la libération d'une hormone et donner un exemple pour chacun d'eux. OK? Donc, facteurs, OK? Trois facteurs, concentration sanguine, nombre relatif de récepteurs et affinité. Comme toujours, bien que je ne pas faire, parce que sinon, la risque est trop longue, vidéo, mais chaque fois, faut ouais, qui sont fait quoi là? On y a définir et distinguer la régulation positive et la régulation négative en ce qui concerne le nombre de récepteurs hormonaux. On a vu ça. OK? Maintenant, demi-vie et apparition, demi-vie. Donc là, nous parlons du concept demi-vie, apparition et durée de l'activité hormonale. Les hormones sont des substances puissantes. Et même à de très faibles concentrations sanguines, elles exercent des effets marqués sur les organes cibles. Elles circulent dans le sang sous deux formes. Donc, nous avons imaginé qui deux formes ça nous parle bien, puisque nous avons deux types d'hormones. Liposolubles. Liposolubles, les papes qui circulent comme ça dans le sang, puisque c'est graisse liée. OK? Tandis que hydrosolubles, pas de problème pour circuler dans le sang. Et au dos, il explique lui. En règle générale, les hormones liposolubles, stéroïdes et hormones thyroïdiennes, OK, se déplacent dans la circulation sanguine en état fixé à des protéines plasmatiques. Les autres hormones, sacrées circulent librement sans protéines de transport. Donc, ouais, au fur et à mesure que nous gagnons acquis, ça veut dire prérequis, OK, nous qu'à comprendre et nous qu'à même imaginer qui j'en suis temporalier. Puisque, pour qu'à kembe bagay là, il y a, au fur et à mesure, il y a font un petit redit et puis mettre un élément nouveau. Ils mettent un deuxième élément nouveau, puis ils font un petit redit sur ça qui là, qui permet de comprendre. Donc, c'est devant qui permet de comprendre derrière. À tout moment, la concentration sanguine d'une hormone circulante est liée, un, OK, à la vitesse de sa libération, d'une part, et deux, à la vitesse de son inactivation et de son élimination de l'organisme, d'autre part. Donc, concentration sanguine hormonale, nous te que c'est ce qui est important. OK? Concentration sanguine, plus libéré rapide. Donc, il dit qu'il est lié à s'il est libéré rapide ou pas, et il est lié avec phénomène côté où va désactiver, donc la plaque, mais pas servir à rien, ou bien carrément, il a éliminé. Donc, bien que certaines hormones soient rapidement dégradées par des enzymes à l'intérieur de leurs cellules cibles, ça, vous voyez que il a parlé de hormones liposolubles. Donc, je doit dire, bien que des hormones liposolubles soient rapidement dégradées par des enzymes à l'intérieur de leurs cellules cibles, la plupart sont éliminés du sang par les reins ou le foie. Ensuite, ces organes rejettent le produit de leur dégradation dans l'urine et, dans une moindre mesure, les matières fécales. Par conséquent, le temps, donc dans l'urine, nous récupérons, mais matière fécale, nous qu'à comprendre que comme c'est le foie qui va éliminer, ce que le foie élimine, ça passe par la bile, donc ça se retrouve dans les matières fécales. Ouais, donc il faut de temps en temps faire la synthèse de son qu'on est d'abord pour comprendre ça, Abdoula. Donc, pas qu'un B, pas que, oh, c'est l'urine et les matières fécales, mais déjà pour matière fécale, OK, ouais que c'est par élimination et élimination par la bile. Par conséquent, le temps que met la concentration sanguine d'une hormone pour diminuer de moitié, c'est-à-dire sa demi-vie, varie de quelques secondes à une semaine. Les hormones hydrosolubles possèdent les demi-vies les plus courtes parce qu'elles sont rapidement retirées du sang par les reins. OK? Nous songez, hydrosoluble, il pas qu'à rentrer comme ça dans cellule. Donc, il plus à disposition des reins. Tandis que l'hyposoluble, il croupe, il couille rentrer dans la cellule. Combien de temps met une hormone à produire cet effet? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Car le temps nécessaire à l'apparition des effets hormonaux varie considérablement. Donc là, nous commençons à rentrer dans le flou.
Certaines hormones provoquent des réactions quasi immédiates. D'autres, et particulièrement les hormones stéroïdes, ne font sentir leur effet qu'au bout de quelques heures, voire quelques jours. OK? De plus, certaines hormones sont sécrétées sous une forme relativement inactive et doit être activée dans les cellules cibles. Donc, ça, c'est combien de temps, mais l'hormone a produit un effet, nous pas qu'à connaître parce qu'on y a trop facteurs. OK, qui fait que nous pas qu'à une seule réponse. OK, donc parce qu'on a certaines hormones qui agissent immédiatement, d'autres qui prennent plusieurs jours. OK? Et en plus de ça, il y a des hormones qui passent sécrétées sous forme active. Donc, il y a plus de temps pour éliminer. OK? La durée d'action des hormones est limitée et peut aller de 10 secondes à quelques heures. Les effets peuvent disparaître aussi rapidement que s'abaisse le taux sanguin, c'est-à-dire concentration hormonale dans le sang, ou se prolonger pendant des heures après l'atteinte d'un taux d'hormones très bas. Étant donné que ces nombreuses variations, les taux sanguins d'hormones doivent être précisés et individuellement régis pour que soient satisfaits les besoins fluctuants de l'organisme. OK? Donc, là, nous parlons bagaille précis, un paquet de variations. Donc, pour chaque hormone, il faut prendre de façon pour compter, pour essayer de comprendre. OK? Et comme vous le voyez, plusieurs caractéristiques des hormones, comme leur demi-vie ou le temps qu'elles mettent à agir, dépend justement de leur solubilité dans l'eau ou dans les lipides. Donc, dépend du fait que yo hydrosoluble ou que yo liposoluble. Et nous allons résumer dans le tableau 16-22, il va comparer les caractéristiques des hormones hydrosolubles et liposolubles. Regardez pour eux. Donc, nous avons deux types d'hormones. Sac liposoluble, sac hydrosoluble. On y a. Liposoluble, à côté le sorti, cortex surrénal, gonade, glande thyroïde. OK? C'est pour ça qu'on a les hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes. Donc, stéroïdes, cortex surrénal et hormones et gonade, tandis que hormones thyroïdiennes, ça vient de la thyroïde. Ensuite, hormones hydrosolubles, toutes les hormones dérivées d'acides aminés, sauf les hormones thyroïdiennes. Donc, source, c'est qu'on a vu ça. Pardon, c'était la nature que je voyais ça. Et puis, source, toutes les glandes endocrines. Est-ce qu'elles sont stockées dans les vésicules? Liposolubles. Non, puisque le cas a traversé membrane plastique là. Tandis que hydrosoluble, oui, parce que et pour le cas sorti, il va l'obligé de sortir par exocytose, puisque il pas qu'à traverser membrane là. Ouais, vue globale et essayer de faire la synthèse des connaissances. Mode de transport dans le sang. OK, obligatoirement, liposolubles sont liés à des protéines plasmatiques. Le sang est un milieu aqueux, tandis que hydrosoluble, donc la galère, pas de problème. Habituellement libre dans le plasma. La demi-vie dans le sang, liposoluble, elle est longue, OK, parce qu'il n'y a pas qu'à éliminer par les reins. Donc, la plupart doivent être métabolisés par le foie, et c'est au même que les produits de rejet que l'on va retrouver dans les selles. Tandis que hydrosoluble, c'est court parce qu'elle peut être excrétée par les reins. Localisation des récepteurs, ça nous voit déjà. Liposoluble à l'intérieur de la membrane, hydrosoluble sur la membrane plastique. Mécanisme d'action, OK, au site de la cellule cible. Pour liposoluble, il va directement dans le noyau. Donc, activation des gènes, c'est dans le noyau, spécifique, ce qui déclenche la synthèse de nouvelles protéines. Tandis que hydrosoluble, on se rappelle, il n'est pas qu'à rentrer, donc elle doit avoir un second messager. On y a nous parlons de deuxième partie. Donc, on avait vu, ce qu'on avait vu avant, c'était la demi-vie, on me rappelle tout, on avait vu les principes de demi-vie, apparition et durée de l'activité hormonale. On y a, deuxième partie que nous parlons, c'est l'interaction hormonale au niveau des cellules cibles. Qui genre
hormone yo pral agi au niveau des cellules cibles. Et qui jan on hormone ka influer sur l'autre hormone. Donc, c'est ça ou parle là. Ka agi sur l'autre hormone. Si nous pas comprendre, influer. Rendre compte des effets des hormones est plus compliqué qu'on le pense. Donc, ouais, tu viens arriver là, bah là, pas simple. Donc, rendre compte des effets des hormones est plus compliqué qu'on le pense parce qu'un grand nombre d'hormones peuvent agir sur les mêmes cellules cibles en même temps. Donc, ou pas qu'à connaître, là où est cellule cible a produit une protéine, pas qu'à fin sûr que c'est tel hormone, parce qu'il y a plusieurs hormones qui agissent. OK? Dans bien des cas, le résultat de cette interaction n'est pas prévisible, même si on connaît les effets de chacune des hormones en jeu. Ça, c'est limite de la science. Nous nous pencherons ici sur trois types d'interactions hormonales. Ça ne veut dire pas qu'un l'autre. Mais comme il y a beaucoup de films qu'on va là bien, ils ont retenu trois types d'interactions hormonales. La permissivité, la synergie et l'antagonisme. La permissivité. Il y a permissivité dans les situations où une hormone ne peut pas produire tous ses effets sans la présence d'une autre hormone. Ça veut dire que faut une hormone qui permettent les permissivités, qui permettent d'agir. Par exemple, le développement du système génital est régi en grande partie par les hormones que le système génital sécrète lui-même. OK, comme on peut s'en douter. Toutefois, pas thyroxine bal permission agir sur organe génital. Toutefois, la tyrosine est nécessaire à un effet permissif, donc il a la permission, pour que ces structures se développent normalement et en temps opportun. Et c'est très important parce que c'est pas le type de un an pour le former. Même que c'est pas la vie 34-35 ans pour le former. Donc, sans la tyrosine, la maturation du système génital est retardée. Il y a certaines hormones fonctionnent en synergie. C'est-à-dire, une pour aller de l'autre, tous les deux. Ils vont mettre des mains ensemble. C'est le cas si deux ou plusieurs hormones dont les effets sur la cellule sont identiques. Du moment qu'il y a la même action, et en plus de main, j'arrive à l'eau. OK? Donc, ou bien, tout mettre ensemble. OK? Tout ensemble, et puis ça pourrait faire la valace. Hein? Donc, c'est le cas si deux ou plusieurs hormones dont les effets sur la cellule cible sont identiques, voire leur action amplifiée lorsqu'elles sont combinées. Par exemple, le foie libère le glucose dans le sang sous l'action du glucagon ou de l'adrénaline. Donc, si on gagne deux hormones ça en même temps, ben, la quantité de glucose libérée atteint environ 150% de celle obtenue lorsqu'elles agissent indépendamment l'une de l'autre. Donc, et nous songez que l'adrénaline lui-même, donc, le glucagon, nous songez, c'est concentration, donc c'est stimulation humorale qui fait que glucagon libéré. Parce que adrénaline, c'est plus le système nerveux. Donc, ça veut dire que sous besoin un pile sucre, OK, euh, sécrétion glucagon pas suffisant, système nerveux qui agit, nous sommes on avait la modulation du système nerveux et libérer l'adrénaline, et à ce moment-là, on va gagner plus sucre dans le sang. La glycémie va augmenter. On dit qu'il y a un antagonisme quand une hormone s'oppose à l'action d'une autre. Donc, il y a la pagaise en mitaille. Depuis là, ou l'autre temps pas là. Donc, par exemple, l'action de l'insuline qui fait diminuer la concentration sanguine du glucose est neutralisée par celle du glucagon qui fait augmenter le taux de glucose. Alors, qui j'en antagonise ça? Que sim là ou pas là? OK? Le fait que là, ça veut dire que ou même ou pas qu'à là, ou pas qu'à agir. Donc, c'est ça veut dire antagonisme. Comment un antagonisme se produit-il? Les antagonistes peuvent entrer en compétition pour les mêmes récepteurs. Ça veut dire que si vous gagnez plus une, ça veut dire que si vous gagnez plus insuline est tellement nombreux, l'IPAP qui a quitté glucagon vini sous récepteur. Ou, à contrario, si glucagon a pi plus dans le sang que insuline, la pas agit plus, et comme il pi plus, ça peut empêcher insuline de marcher.
OK? C'est ce qu'on appelle les antagonistes peuvent entrer en compétition avec les mêmes récepteurs, exercer et ça c'est pour un bagage. Deuxième bagage, exercer leur action par des voies métaboliques différentes. OK? Donc, ou bien deux voies, deux façons pour produire protéines. OK? Une pour chaque organe. OK? Mais si hormone en pi plus, à ce moment-là, protéine pâle a produit pi plus. Et ça veut exercer leur action par des voies métaboliques différentes. Ou encore, entraîner la régulation négative des récepteurs de l'hormone antagoniste. Donc, ça a pi bel encore. Depuis hormone ça là, il tout diminué et récepteur l'autre hormone. OK? Donc, on verra tout ça sur le Zoom 16.1 qui est un petit genre lit en pile. OK? Donc, on va voir à la prochaine vidéo, l'hypothalamus régule de deux façons. La libération d'hormones par l'hypophyse. Bon, nous allons regarder 16.1 quand même. Parce que 16.2, c'est pour dire. Donc, 16.1, le système endocrinien est un acte majeur. OK? Donc, le système endocrinien, il est réparti dans l'ensemble de l'organisme. OK? Donc, réparti dans l'ensemble de l'organisme, les glandes et les cellules en fonction endocrine du système endocrinien produisent des hormones en réponse à des stimulus humoraux, on se rappelle, et concentration d'ions ou bien de nutriments dans le sang, nerveux, c'est le système nerveux qui va provoquer sécrétion, ou hormonaux, on vient de voir avec les hormones, une hormone peut provoquer la sécrétion d'une autre hormone. OK? Les hormones sont des messagers chimiques transportés par le sang jusqu'à leur organe cible. Elles y agiront si elles y trouvent leur récepteur spécifique. Notez ouais, ça. Donc, si pas de récepteur, hormone n'a pas agi. Si il y a plus de récepteurs, la pas agi plus. OK? Plusieurs facteurs influent sur le mode d'action cellulaire d'une hormone. OK? Donc, il y a regardé qui gère hormone par l'âge et qui s'appelle fait action variée. Premièrement, sa structure chimique, donc sa capacité à traverser ou non la membrane plasmique. Donc, s'il est hydrosoluble ou bien s'il est hyposoluble. Deuxièmement, le nombre de récepteurs spécifiques disponibles. Et troisièmement, sa demi-vie dans le sang. Donc, trois facteurs qui influent le mode d'action cellulaire de l'hormone. Maintenant, donc son révision globale l'a fait. Tout comme le système nerveux, le système endocrinien peut permettre de réguler l'homéostasie, c'est-à-dire que pour éviter que toute constante dans le sang varie. C'est d'ailleurs peut-être ça, le constate. Le type de réponse est plus long à produire qu'un message nerveux, mais les effets durent plus longtemps. Donc, nerveux, rapide et bref, endocrinien, et c'est lent, mais ça dure plus longtemps. Et au grand schéma. Donc, schéma montre les différents types de glandes endocrines. On a un, la glande pinéale, deux, la glande thyroïde, trois, les glandes parathyroïdes, oh pardon, quatre, la glande parathyroïde, cinq, les glandes parathyroïdes, six, les glandes surrénales et sept, le pancréas. Donc, chaque glande, vous voyez, OK, à part. Ensuite, deuxième colonne, hormones produites. En bleu, ciel, ce sont des hormones donc, hydrosolubles. Et en bon, rouge ou bien orange, OK, ce sont les liposolubles. Et à côté là, nous voyons deux principaux effets observés. On commence avec un qui est la glande pinéale. OK? Donc, la glande pinéale produit la mélatonine. Oh, après, on qui barre sous mélatonine, c'est le truc pour le noir, ouais, bon. Nous allons regarder mélatonine sur YouTube, nous voyons un paquet de bails que vous bail sur
Mais on dit principaux effets observés, c'est la régulation des cycles, des rythmes circadiens, donc qui dépendent du jour, de la nuit, bah, ça. OK? Deuxième là, numéro 2, c'est l'hypothalamus. Et là-dedans, il y a l'hypothalamus, il produit que des organes hydrosolubles. Les RH, CRH, GNRH, PIH, GHRH, GHIH. Mes amis, on était supposé à chercher tout, oui? OK? Et qui ça a provoqué? La production dans le système porte. Donc, le système porte, c'est quoi un système porte? C'est un système où les vaisseaux qui sont entre les deux plans de capillaire, OK, sont les mêmes. Normalement, ou bien artériole, capillaire, OK, et après ça, ou bien vénule. Dans un système porte, ou bien même type de veine avant et après. Par exemple, ou bien vénule. Et dans l'hypothalamus, justement, le système porte, c'est une veine. Après ça, vous allez avoir les capillaires et notre veine. Tandis que on a un autre système porte dans les reins, songez bien, ou bien artère efférente, ou bien glomérule où se trouvent les capillaires, et artère efférente. On a le système porte qu'on se rappelle facilement, c'est au niveau du foie, où vous avez la veine hépatique, le foie, système capillaire, et les veines sus-hépatiques. OK? Donc, production dans le système porte hypothalamo-hypophysaire des hormones qui stimulent ou inhibent la libération des hormones correspondantes par l'adénohypophyse. OK? Ouais. Et non. Donc, en plus de tout ça, tout hormone qui gagne HO, ou gen deux autres types d'hormones qui sont produits par l'hypothalamus, qui est l'ADH et l'ocytocine. Et effets principaux, production par les noyaux hypothalamiques supraoptiques, OK, et paraventriculaires, puis stockage de la neurohypophyse. 3, 3A, c'est la neurohypophyse que vous voyez là. Donc là, vous aviez, OK, l'hypothalamus. Donc, 3A, neurohypophyse, ADH, ocytocine, action, hein, OK, c'est-à-dire principaux effets observés. Au niveau des reins, régulation de la pression artérielle et action au niveau de l'utérus. Bon, terme réaction, tout pas mettre le pour. OK, 3B, qui est l'adénohypophyse. OK, va produire la TSH, la CTH, gaz, et donc la TSH agit sur les glandes thyroïdes, la CTH sur les glandes surrénaliennes, le FSH-LH sur les gonades féminines et masculines, le PRL, glande mammaire, production de lait, et le GH, foie, muscle, os, cartilage. Bon, ok. Donc ça, et tout ça, c'était des hormones qui étaient hydrosolubles. Hormones liposolubles, nous avons la glande thyroïde, OK? Hormones liposolubles, les glandes surrénaliennes. Donc, bon, pas réellement continuer ouais, ça avec nous, parce que ça, c'est un truc qui est un petit peu embêtant. C'est narratif et ça permet de comprendre ça. Donc, on va s'arrêter là et je vous laisse le soin de voir ce tableau-là tout seul parce que franchement, nous pas besoin pour ça. D'accord? Donc, à la prochaine vidéo.